Les gens pensent que l'immobilier c'est simple ou qu'on peut faire ça à côté de son travail. Alors c'est possible, beaucoup de gens peuvent faire de bons investissements immobiliers sans être des professionnels, mais c'est un secteur très organisé et c'est pas si simple que les gens peuvent croire. Pour l'immobilier, il faut comprendre que les deux grands critères les plus importants qui peuvent être retenus, c'est la démographie et les taux d'intérêt. Très souvent, donc, on achète de l'immobilier avec des emprunts bancaires et il est très important d'investir sur des endroits où la démographie est bonne. Le nombre de mètres carrés de bureaux vides dans Paris s'élève à un peu plus de 6 millions et qui est plutôt en progression. Là, on parle que de bureaux. Donc ça montre l'étendue des problèmes, mais aussi de certaines opportunités qui sont liées à ce qui se passe. Bonjour, ravi de vous recevoir dans le board patrimonial. Quand on parle patrimoine, on pense souvent à l'immobilier. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Thierry Hermann, qui est président d'Hermann Immeubles, une société spécialisée en investissement immobilier depuis 70 ans. Thierry, merci d'avoir accepté notre invitation dans le board patrimonial. Bonjour, merci de me recevoir. Pour commencer, je te propose de te poser 3 petites questions rapides. La première, je voulais savoir si tu as un chiffre marquant que tu veux nous donner pour aborder le sujet immobilier aujourd'hui. Bon, alors je vais donner un chiffre qui est marquant en ce moment. C'est le nombre de mètres carrés de bureaux vides dans Paris qui s'élève à un peu plus de 6 millions. 6 millions de mètres carrés vides. Voilà, en Île-de-France et qui est plutôt en progression. Et on parle que de bureaux, là. Là, on parle que de bureaux. Donc ça montre l'étendue des problèmes, mais aussi de certaines opportunités qui sont liées à ce qui se passe. Ok. Deuxième question, est-ce que tu as une anecdote que tu veux nous partager sur ton métier ? Bon, alors j'ai une anecdote sur mon métier et sur les évolutions et finalement ce qui se passe par le passé et aujourd'hui. En venant ici, on est dans le centre de Paris. Je me rappelle d'une balade que j'ai faite avec mon grand-père quand j'étais jeune et il me montre un immeuble qu'il avait acheté juste à côté d'ici. Et je lui dis, mais pourquoi t'as acheté cet immeuble ? Et il m'a dit, les critères sont simples. Il faut acheter des immeubles en angle et en pied de métro. Et ben en fait, la règle qui était valable il y a 30 ans quand il me l'a dit est toujours la même aujourd'hui. Merci. Et une idée reçue sur l'immobilier ou sur le métier que tu fais ? Les gens pensent que l'immobilier c'est simple ou qu'on peut faire ça à côté de son travail. Alors c'est possible, beaucoup de gens peuvent faire de bons investissements immobiliers sans être des professionnels, mais c'est un secteur où en fait vraiment très professionnel, très organisé, et c'est pas si simple que les gens peuvent croire. Eh bien écoute, merci. On va profiter des 20 minutes qui viennent pour que tu nous expliques à quel point un professionnel du métier peut accompagner des investisseurs. Avant de parler d'investissement dans le détail, moi j'aimerais bien profiter que tu sois là pour qu'on parle un peu de la situation de l'immobilier. Il n'a échappé à personne que la période est compliquée. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue sur la situation de l'immobilier aujourd'hui ? Bon, alors déjà, pour l'immobilier, il faut comprendre que les deux grands critères les plus importants qui peuvent être retenus, c'est la démographie et les taux d'intérêt. Parce que très souvent, donc, on achète de l'immobilier avec des emprunts bancaires et il est très important d'investir sur des endroits où la démographie est bonne. Bon, une fois qu'on a compris ça, on a déjà compris une partie de ce qu'il faut réfléchir avant d'investir. Aujourd'hui, l'immobilier est très impacté par la remontée des taux d'intérêt qui a eu lieu depuis 2 ans et demi, 3 ans, où le coût de l'argent a été multiplié par 5, peut-être maintenant par 4. Enfin, les taux d'intérêt sont passés. Ça s'est un peu normalisé quand même. Voilà, donc c'est plutôt... au moment où on parle, le marché de l'immobilier s'était stabilisé, c'est-à-dire qu'on peut considérer que les prix avaient légèrement baissé, que les taux d'intérêt sont venus à peu près 4% pour ceux qui empruntent aujourd'hui, et que le nombre de transactions reprenait de manière plutôt positive. Alors le moment avec les problématiques géopolitiques font que ça tend de nouveau les différents opérateurs, mais globalement, les grandes tendances dans l'immobilier français sont plutôt bonnes, puisque les banques redonnent un bon accès au crédit aux gens, et même l'immobilier neuf qui était complètement à l'arrêt repart gentiment, mais sûrement. Ok, et quand tu parles de démographie, bon, la France, je crois, pour la première fois l'année dernière, a eu plus de décès que de naissances. Est-ce que cette tendance t'inquiète ? Enfin, je suppose que c'est plus pour l'immobilier résidentiel
que pour le reste. Bon, tout est un peu corrélé, puisque effectivement, il faut voir que dans une ville qui marche bien, il faut donc des nouveaux habitants, des naissances, et on peut aussi donc créer des emplois. Si vous investissez dans les entrepôts vont là où la démographie est bonne également. Donc la tendance générale, elle est mauvaise, que ce soit en France ou sur une grande partie de l'Europe. Pour autant, des investissements immobiliers qui sont faits dans les grandes villes qui se développent. Alors, à Paris, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent habiter à Paris, au centre de Paris, dans les villes qui sont desservies par les métros, les grandes métropoles provinciales, là aussi son développement. C'est plus inquiétant pour les plus petites villes, les villes moyennes, les sous-préfectures, où là, la démographie elle est moins bonne, et surtout l'attractivité des villes, du fait qu'il y ait moins d'écoles, qu'il y ait moins de lieux de culture, qu'il y ait moins de transports, et moins d'entreprises, moins d'emplois, font que ça les rend moins attractives. Ok. Tu as mentionné là les entrepôts. J'ai l'impression, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue, que il n'y a pas un marché immobilier unique, il y a un certain nombre de marchés selon les classes d'actifs immobiliers. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail des différentes classes, celles que tu penses être plus intéressantes aujourd'hui que d'autres? Alors, historiquement, il y a 3 grandes catégories d'actifs: l'immobilier de logement, l'immobilier de bureau et l'immobilier de commerce. Il y a plein de secteurs, on va dire, considérés comme alternatifs, mais souvent en progression. Donc les entrepôts, ça peut être par exemple le stockage pour les gens du e-commerce qui ont besoin de livrer les gens dans la ville. Ça peut être l'immobilier industriel, donc de gens qui font de la production, qui nécessitent des entrepôts, là aussi de stockage ou de production. Mais il y a encore plein d'autres marchés. Ça peut être le marché du self-storage, donc ceux qui auraient pas de cave chez eux et qui veulent utiliser une pièce en plus. Ça peut être le marché de l'hôtellerie, donc c'est misé sur le tourisme. Ça peut être le marché de la para-hôtellerie, ce qu'on dit vulgairement le marché des Airbnb. Donc il y a un tas de sous-marchés dans l'immobilier qui ont un fondamental commun, qui est la nécessité d'un clos et d'un couvert. Ok, et donc à chaque fois, donc toi tu vas privilégier les grandes métropoles, mais dans ces différentes classes, est-ce que tu penses qu'il y en a qui aujourd'hui vont mieux tirer leur épingle du jeu que d'autres? Si je prends par exemple, donc tu nous as cité 6 millions de mètres carrés de bureaux vides, je suppose que ça veut dire que c'est pas très opportun de cibler cette classe d'actifs si on veut investir. Est-ce que, à contrario, il y a une ou deux classes d'actifs ou sous-classes d'actifs que tu apprécies particulièrement? Alors, juste pour revenir sur les bureaux, c'est assez spécial, puisqu'il y a des immeubles de bureaux qui se vident et dont la valeur de ces immeubles est fortement dégradée, et pour certains ont peu d'avenir. Pour autant, comme beaucoup d'entreprises veulent venir dans le cœur de Paris, certains immeubles de bureaux, les meilleurs ou les plus neufs, ont des loyers qui montent. Alors, paradoxal, mais on peut faire de bons investissements dans la catégorie de bureaux. Dans les sous-catégories, moi je pense que l'immobilier, les immeubles bien placés dans Paris résidentiel sont finalement regorgent de création de valeur, et donc en ce moment il y a plutôt un phénomène de gens, de familles ou de propriétaires même institutionnels qui les ont pas forcément très bien gérés, ou qui sont sur des moments de marché où doivent réinvestir justement dans des immeubles de bureaux qu'ils peuvent avoir par ailleurs, et qui doivent céder des immeubles de logement qui sont à valoriser. Donc nous on pense qu'il y a encore de la création de valeur à faire dans l'immobilier de logement parisien. Je citais une classe d'actifs qui était le self-storage. Donc ça, c'est une classe d'actifs qui est très difficile à faire si on n'est pas professionnel de l'immobilier. Mais en fait, c'est une classe d'actifs où il y a une pénurie de produits et une demande importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de familles qui ont des logements plus petits, des déménagements plus réguliers, et des gens qui ont besoin de stocker. Il y a de moins en moins de caves dans les immeubles. Et ce phénomène-là, qu'on a trouvé dans beaucoup d'autres villes, de beaucoup de nouveaux self-storage, il n'y en a pas assez à Paris. Donc mécaniquement, la pénurie de produits fait que les prix montent, et qu'après, il y a un savoir-faire important pour monter ce type d'opération et de les gérer. Ok, passionnant. Maintenant, donc, on a fait un petit overview de l'état du marché, des différentes classes d'actifs. Ce qui peut intéresser l'investisseur, c'est de se poser la question des modalités de l'investissement. Alors évidemment, on peut, si on veut faire du résidentiel, on peut aller acheter un appartement. Ça me paraît un peu plus compliqué d'acheter un immeuble de bureau. En tout cas, ça va être réservé à des patrimoines particulièrement importants. Historiquement, on a vu beaucoup de SCPI distribués pour faire de l'investissement immobilier. Il y a aujourd'hui
une tendance qui vient sur des véhicules qu'on appelle Club Deal. Est-ce que tu peux me donner ton point de vue déjà sur le fait d'acheter en direct ou d'acheter, que ce soit par une SCPI, Club Deal, tout autre véhicule, un morceau d'un projet immobilier? C'est sûr que ça paraît plus simple d'acheter son propre appartement, son propre investissement tout seul, mais dans les difficultés, il y a notamment la fiscalité. Donc la fiscalité n'est plus très attractive pour l'investissement patrimonial long terme sur un lot. Il y a aussi des problématiques, si vous avez un lot et que vous avez un problème d'impayé, vous êtes bloqué avec le loyer que vous n'avez pas et le remboursement du crédit qui est à faire. Donc il peut y avoir un certain nombre de difficultés ou un intérêt qui peut être moins intéressant pour un lot particulier. La SCPI était une façon d'investir qui paraissait très intelligente, puisqu'on confiait à des sociétés tierces de créer des pools d'investissement et on fractionnait ça à des petits porteurs. Mais les gens ont oublié de rappeler qu'il y a un risque lié à l'immobilier et on présentait ça comme des investissements liquides et on se rend compte qu'ils ne sont pas toujours aussi liquides que ce qu'on a annoncé. Oui, parce que le sous-jacent reste illiquide ou en tout cas difficilement liquide. La problématique, c'est qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de retrait massif d'un coup et qu'on pensait que les variations de marché étaient limitées. Donc quand on dit qu'il y a 6 millions de mètres carrés de bureaux vides, ça a évidemment dégradé très fort la valeur de certains immeubles de bureaux, ce qui a fait peur à certains investisseurs. Et donc plus d'investisseurs ont demandé à sortir que de nouveau à rentrer, ça crée un peu une sorte de panique. Et donc on s'est rendu compte que la liquidité, elle n'était pas immédiate. Et en fait, on n'avait pas forcément dit aux investisseurs qu'il y avait cette illiquidité. Donc oui, l'immobilier peut être un très bon actif, et je pense que dans tout patrimoine, tu dois conseiller à tes clients d'en mettre, mais il y a toujours une part de risque et une part d'illiquidité liée au fait que ce sont des actifs immobiliers réels et qui nécessitent... il faut un temps un peu plus long que les actifs non immobiliers. Mais alors, ces difficultés que rencontrent un certain nombre de SCPI importantes, est-ce qu'elles ne créent pas aussi des opportunités pour des SCPI nouvellement constitués ou pour d'autres investisseurs? J'ai quand même l'impression que c'est l'ouverture de possibilités pour de nouveaux entrants sur le marché. Oui, alors je crois que de toute façon, l'immobilier plaît aux Français, donc les Français aiment faire de l'immobilier. Numéro 2, le mécanisme bancaire, le système bancaire français reste très bon. Et donc, il y a beaucoup de crédits immobiliers qui sont faits aux opérateurs professionnels ou à des privés qui veulent acheter de l'immobilier, donc dans de bonnes conditions, avec la politique de taux fixe qui existe en France, offre de super possibilités aux gens pour investir. Et les problématiques de certains vont faire les opportunités d'autres, donc des SCPI qui doivent vendre ou des gens qui arrivent sur le marché avec des nouvelles convictions. Alors, pour certains, il faut investir dans d'autres pays d'Europe. Pour certains, c'est l'opportunité de sortir des bureaux pour faire, par exemple, on parlait des entrepôts. Pour certains, c'est remembrer des copropriétés. Donc, il y a toujours des opportunités dans le secteur de l'immobilier. Entendu. Tu parlais là d'investir dans d'autres pays d'Europe. Ça demande quand même une expertise fine. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, toi? Alors, on l'a fait dans certains pays, mais toujours avec des partenaires locaux qui sont sur place. Et nous, on intervient plutôt comme co-investisseurs derrière des gens qui sont vraiment sur place. C'est très difficile parce que pour trouver les bons immeubles, connaître les règles, connaître les juridictions, connaître les banques, être sûr d'arriver au bon endroit, au bon moment, dans d'autres pays, c'est pas si facile que ça. Entendu. Si on revient un peu sur le cœur de ton activité, donc tu fais de l'investissement et de la valorisation d'immobilier, on a compris, sur différentes classes d'actifs dans les grandes métropoles, donc Paris et quelques métropoles régionales en France. Je sais que tu structures souvent les opérations sous forme de club deal. Est-ce que tu veux bien nous expliquer rapidement ce qu'est un club deal? Alors, on entend l'appellation club deal un peu partout et ils sont tous pas organisés de la même façon. Nous, notre vision, on achetait des immeubles au départ tout seul. Assez vite, quand je suis arrivé à la tête de l'entreprise, j'ai fait des co-investissements avec d'autres opérateurs immobiliers ou d'autres familles. On partageait les opérations, des fois parce qu'on était en concurrence ou des fois parce qu'on complétait les financements des opérations. Assez récemment, je me suis rendu compte que l'épargne immobilière française était en train de changer et que beaucoup de gens s'intéressaient
à co-investir dans le type d'opération qu'on savait faire et monter. Donc je suis parti du principe que je monte les opérations de la même manière que ce qu'on faisait historiquement. Donc j'achète un immeuble, je mets une partie des fonds propres avec ma société et j'ouvre le capital pari passu à des partenaires qui sont clients conseillés par un groupe comme le tien, qui peuvent, à partir d'un certain montant, co-investir avec nous de la même manière qu'on investit. On reste l'opérateur du début jusqu'à la fin de l'immeuble et on partage le fruit des bénéfices à la revente. Pari passu, je précise, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que les gens qui investissent en fonds propres sont tous traités de la même manière sur le retour sur investissement. Donc en fait, si je résume cette activité de Club Deal et la manière dont tu le fais, en fait, on va pouvoir confier de l'épargne investie de la même manière que ce que tu fais. Donc ce sont des projets qui durent combien de temps d'une manière générale ? On va dire entre 2 et 5 ans. Après, pour te montrer un exemple, on va acheter un immeuble pour 10 millions d'euros. La banque va demander 2 millions de fonds propres. Je vais mettre 500 000 euros et 1,5 million d'euros vont être mis par des clients que tu peux avoir. Et on va donc investir ensemble au moment de l'achat de l'immeuble. Je vais m'occuper des travaux, je m'occupe de la revente, et à la revente, on va se partager les fruits des bénéfices tirés de l'opération. Super. Donc en fait, ça, c'est pas des investissements de très long terme. On vise plutôt des opérations assez courtes. Sur le long terme, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme option ? On va pouvoir renouveler d'autres types d'opérations, comme tu viens de le décrire. Il y a des gens qui font des club deals dits de capitalisation, donc des gens qui veulent faire du rendement sur le long terme avec des possibilités d'entrée et de sortie sur le long terme. Nous, on propose de valoriser des immeubles sur des périodes plutôt plus courtes et pour entrer dans des opérations... alors avant on disait de marchand de biens, maintenant on va dire de promoteur, rénovateur, mais l'idée c'est la règle elle est simple. Quand mon grand-père m'a expliqué les règles de l'immobilier, quand tu achètes 2 plus 2 ça fait 3, et quand tu revends 2 plus 2 ça fait 5. Et l'idée c'est que le 5, on se le partage entre moi et les clients qui co-investissent ensemble. Merci. J'aime bien l'anecdote de ton grand-père. Je vais la retenir, je vais essayer de la mettre en application. Est-ce que, on a parlé très rapidement de fiscalité tout à l'heure, est-ce que tu vois, avec la nouvelle loi de finances, la loi de finances 2026, un impact dans ce que tu fais et dans ce que font les investisseurs qui co-investissent avec toi ? Alors, la loi de finances, la dernière et les plus récentes n'ont pas été très favorables à l'investissement immobilier, parce que la tendance du législateur, c'est d'essayer de pousser les investissements dans la technologie ou dans autre chose que l'immobilier. Pour autant, il reste beaucoup de gens qui veulent investir en immobilier, et il y a une règle qui a été modifiée et qui a un impact, c'est le fameux article 150 OBTR, qui vient réduire les investissements éligibles à l'immobilier et viennent complètement enlever. Bon, il n'y avait déjà pas l'activité patrimoniale. On peut plus maintenant faire les opérations spéculatives d'achat-vente. On peut plus faire d'opérations liées à la promotion immobilière. Pour autant, il reste des opérations qui sont éligibles dans le domaine de l'hôtellerie. On est en train de travailler sur un véhicule justement qui permettra d'investir dans le self-storage, mais avec des équipes, avec des périodes plus longues qui se rapprochent un peu plus du private equity, mais qui sont quand même corrélées directement à de l'immobilier plus professionnel. Oui, 150 0 BTR, c'est le remploi de produits de cession. Lorsqu'un entrepreneur cède son entreprise et qu'il a apporté des titres à une holding, il peut, en remployant une partie de ce prix de cession, éviter la taxation à plus-value. Voilà, on avait beaucoup de gens qui voulaient co-investir avec nous, très liés à un moteur fiscal, mais en fait, je pense que la performance immobilière, si elle est là, ça va toujours intéresser un certain nombre de gens pour diversifier leur patrimoine. Merci. Avant de conclure ce board patrimonial, est-ce que tu aurais quelques conseils de spécialistes expérimentés de l'immobilier, fils de spécialistes, petit-fils de spécialistes? Est-ce que tu aurais quelques conseils, peut-être 2-3 conseils à donner à un particulier, à un investisseur qui voudrait passer le pas pour la première fois d'un investissement au-delà de sa résidence principale? Passer le plus de temps qu'on a à la recherche
de ce qu'on veut acquérir, et c'est par le cumul d'expériences, de visites, d'aller sur le terrain, rentrer dans des immeubles, parler avec des agences immobilières, parler avec une concierge si vous rentrez dans un immeuble. À force d'analyser, d'aller sur le terrain, vous ferez une bonne idée du prix au mètre carré et de l'état de certains quartiers qui vous feront, le cumul de vos expériences et de votre data vous feront faire une bonne affaire. Merci, on va essayer de mettre ça en œuvre. On va bientôt conclure ce board patrimonial. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous proposer, que ce soit sur ton job ou sur l'état de l'immobilier en ce moment, enfin l'état du marché immobilier en ce moment? Je crois que le monde de l'investissement, de la finance est compliqué pour le comprendre, l'appréhender et investir, parce que c'est multifactoriel. Pour autant, dans l'immobilier, il y a toujours des opportunités. Il y a toujours soit des actifs, soit un timing qui fait qu'on trouve une opportunité. Et d'ailleurs, de la même manière que certains sont acheteurs, il y a toujours des gens qui sont vendeurs. Le problème de fiscalité dont on parlait fait que certains, du coup, veulent vendre pour faire autre chose. Donc, vous êtes une société qui conseille vos clients sur leur patrimoine. Il y a autant de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre, de gens qui veulent faire des travaux. On avait parlé de problématiques ESG l'autre jour entre nous. Le ESG peut pousser des gens à ne pas faire les travaux. Certains veulent en faire. Donc, à tout moment, dans toute ville, tu as une opportunité immobilière tous les matins à trouver. Ben, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est quand même pas mal d'être accompagné par un pro quand on veut investir en immobilier. Et je pense que ce qu'il y a de mieux encore, c'est d'avoir un conseiller financier qui est avec un conseiller immobilier. Merci. Bon, merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup pour ta participation à ce board patrimonial, et j'espère qu'on en fera d'autres ensemble. Avec grand plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous pour le prochain épisode dans un mois. À bientôt. À bientôt.